Alors, lorsqu'on parle de risque chirurgical, on sait que le droit n'est pas loin. Donc, on va examiner maintenant les aspects juridiques des complications. C'est le professeur Pellet, qui est professeur de droit à l'Université de Paris-Cité et également à Sciences Po Paris. Donc, la prévention des risques et des responsabilités juridiques en chirurgie et médecine interventionnelle. Pardon de ce bricolage. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, lorsque vous m'avez fait l'honneur de cette invitation, j'ai répondu par écrit des formations professionnelles par un document d'une 50aine de pages. Didier ne m'avait pas prévenu, dont je vais extraire, rassurez-vous, 3 éléments seulement. D'abord, quelques indications sur l'évolution du droit des produits de santé et les questions posées par le développement de l'intelligence artificielle. Ensuite, le rôle que pourraient jouer, selon moi, les organismes agréés par la Haute Autorité de Santé, dont il a été beaucoup question ici, pour l'amélioration des expertises médicales judiciaires. Enfin, les problèmes posés par l'évolution du droit des assurances des risques médicaux chirurgicaux et spécialement la situation dramatique dans laquelle est placée une poignée de vos confrères du fait d'un bug juridique qui date de 20 ans déjà. Alors d'abord, donc, les questions juridiques posées en cas de dommages subis par un patient du fait de produits de santé défectueux, et spécialement ceux qui sont conçus avec l'intelligence artificielle. Pour résumer l'évolution du droit, parce que c'était la question qui m'a été posée, il faut retenir en premier lieu que l'Union européenne est intervenue sur le sujet en 1985 et que la France a beaucoup tardé à transposer les principes européens puisqu'il fallut attendre une loi de 1998. Puis, du fait de contradictions entre les juges européens, la CJUE, exactement en Cour de justice de l'Union européenne, et les juges français, le législateur français a dû intervenir à nouveau en 2004 et 2006. Mais il demeure, malgré cette intervention, une divergence d'application des textes entre, d'une part, la Cour de cassation, le juge judiciaire, qui se prononce dans les affaires mettant en cause les cliniques et les praticiens libéraux, y compris donc les praticiens hospitaliers publics mis en cause pour des actes réalisés dans le cadre de leur secteur privé, entre guillemets, à l'hôpital, et d'autre part, le Conseil d'État, le juge administratif, qui se prononce, lui, dans les affaires mettant en cause des hôpitaux publics et leurs praticiens quand ils exercent dans le cadre de leur secteur public, et si une faute détachable du service ne leur est pas reprochée. Pour la Cour de cassation, lorsqu'un praticien libéral a eu recours à des produits de santé, comme des prothèses, par exemple, qui se sont avérés défectueux, la responsabilité de ce praticien, dit fournisseur, ne peut être engagée. Seule la responsabilité du producteur, du fabricant, donc, peut être mise en cause. En revanche, lorsqu'un praticien public dans son secteur public, dans un hôpital public, a connu les mêmes déboires avec des produits de santé, pour le Conseil d'État, la victime peut mettre en cause la responsabilité de l'hôpital lui-même, même en l'absence de faute de l'hôpital. Et si cet hôpital est condamné, il pourra se retourner contre le producteur. Voilà une différence de jurisprudence. Voyons maintenant en quelques mots les problèmes que pourrait poser l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les produits de santé utilisés par les chirurgiens et médecins interventionnels, en quelques mots seulement. Les problèmes viennent des systèmes auto-apprenants, machine learning, qui ne répondent pas à une suite d'instructions codées, mais qui améliorent leur performance à partir de données qui leur sont fournies. Or, il peut y avoir des erreurs, d'abord dans la collecte des données ou dans leur traitement par l'algorithme, qui aurait été mal conçu. Il existe aussi des risques de biais qui peuvent avoir des effets discriminatoires selon les données collectées par l'effet du sexe, de l'âge et de l'ethnicité. Surtout, un système d'intelligence artificielle auto-apprenant devient une boîte noire. Il conduit à des résultats qui sont incompréhensibles autant par les utilisateurs que par les concepteurs du système. Ces résultats sont difficiles à interpréter. Un échec thérapeutique n'est pas la preuve d'un défaut du système. Si l'on démontre qu'un humain placé dans les mêmes situations aurait lui aussi causé un dommage. Pour garantir une certaine transparence sur l'usage de l'intelligence artificielle, le législateur français a consacré le principe dit de la garantie humaine à l'article L. 4001-3 du Code de la santé publique, ce qui signifie, en très clair,
qu'un praticien a l'obligation d'informer ses patients de son intention d'utiliser un système d'intelligence artificielle exploitant des données massives, entre guillemets. C'est ce qui figure dans la loi. Et que les concepteurs du système s'assurent de l'explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs, c'est-à-dire pour les chirurgiens. À savoir, si vous, chirurgiens, si vous avez utilisé l'IA, les fournisseurs vous ont déjà expliqué comment fonctionnait et quelles étaient les bases de fonctionnement. À voir. En tout cas, désormais, c'est une obligation. Les institutions de l'Union européenne sont en train d'élaborer une réglementation sur l'évolution du droit de la responsabilité lié à l'usage de l'UA, de l'intelligence artificielle. Plusieurs hypothèses ont été envisagées, dont celle un peu baroque d'une responsabilité des robots auto-apprenants. Ce qui, de mon point de vue, et partagé heureusement par beaucoup de collègues, aurait été absurde, car il aurait bien fallu que des personnes créent un patrimoine propre pour ces robots, pour que ces robots rendent compte sur leur patrimoine des dommages qu'ils auraient pu causer. Alors, fort heureusement, cette hypothèse, mais enfin qui a occupé quand même l'Union européenne quelques semestres, a été écartée et selon les juristes les plus raisonnables, il faudrait plutôt faire évoluer la réglementation sur un point. En effet, actuellement, le producteur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve, je cite, que l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où il a mis le produit en circulation n'a pas permis de déceler l'existence d'un défaut. C'est le principe dit de l'exonération pour risque de développement du produit. De surcroît, l'action en responsabilité du fait des produits défectueux est enfermée dans un double délai, 10 ans à compter de la mise en circulation du produit, 3 ans à compter de la date à laquelle la victime aurait dû avoir connaissance du dommage. Du fait du caractère intrinsèquement évolutif des systèmes d'intelligence artificielle auto-apprenants, il serait souhaitable, selon moi, d'allonger le délai d'action-réparation et surtout de supprimer la cause d'exonération du producteur pour risque de développement. Mais vous imaginez bien que les producteurs freinent qu'on n'adopte pas une telle décision. L'Union européenne est en train de négocier sur ces sujets. Nous n'avons pas le texte définitif. Donc, si vous avez la gentillesse, vous me faites l'honneur de vous réinviter ou simplement de m'inviter à vous envoyer un résumé de la décision qui sera prise au niveau européen, je le ferai bien volontiers, mais pour le moment, il n'y a rien. Alors, transition avec le deuxième sujet. Comme l'a écrit le Conseil national de l'ordre des médecins, pas d'intelligence artificielle sans big data. Et donc, je propose de créer une sorte de big data des expertises médicales. Deuxième, donc, thème que je voudrais aborder, sachant que ce big data pourrait être utilisé avec l'intelligence artificielle. Alors, j'évoquerai très rapidement l'amélioration des expertises médicales. Vous le savez, la qualité des expertises médicales est souvent mise en cause à tort ou à raison. Comme conseil juridique, j'ai eu à connaître d'expertises rendues par des médecins irréprochables, mais dont les expertises se sont avérées désastreuses. Si vous voulez, dans la conversation, je pourrais vous donner un exemple récent. Les raisons de ces TLA sont nombreuses, comme des médecins experts et des juristes ont eu l'occasion de l'expliquer dans de nombreux rapports. L'essentiel, évidemment, n'est pas de les critiquer, mais c'est de trouver des méthodes d'amélioration des expertises. Comme j'ai eu l'occasion de le dire récemment devant la Cour de cassation qui avait organisé un colloque à propos d'expertise, en m'appuyant sur les travaux de l'organisme agréé par la HAS Gilerisque avec lequel j'ai travaillé pendant de longues années, spécialisé dans la prévention des risques obstétricaux, je propose que ce type d'organisme soit rendu dépositaire de toutes les expertises rendues dans le domaine de sa spécialité, dans le but qu'il constitue des bases de données expertables qui seraient accessible aux experts requis par les juges, mais qui servirait aussi à l'élaboration des recommandations de bonnes pratiques professionnelles par la HS, sachant que la jurisprudence a rendu opposables ces recommandations aux praticiens qui peuvent donc être condamnés s'ils ne les respectent pas. Et quand ces bases de données expertables seront constituées, pourquoi ne pas utiliser l'intelligence artificielle pour faire avancer le progrès de la médecine et de la chirurgie? Troisième et dernier sujet qu'il me faut aborder, celui des praticiens menacés de ruine du fait d'un bug législatif concernant leur couverture d'assurance. Pour le dire cursivement, en 2002, la combinaison de la loi dite Kouchner du 4 mars et de la loi dite Abou du 30 décembre a bouleversé le système d'assurance des praticiens et établissements de santé. Ces lois ont créé des trous de garantie dans les couvertures d'assurance
médicale. Pour deux raisons. D'une part, la loi du 4 mars a admis un plafonnement des garanties par les assureurs, avec un plancher, un minimum de 3 millions d'euros qui a été fixé par décret en 2002, qui a été aujourd'hui augmenté à 8 millions. Rien n'était prévu au-delà de ces limites. Deuxième trou de garantie, la loi du 30 décembre a limité la couverture de la dernière assurance à 10 ans, alors que des plaintes peuvent être portées au-delà de la prescription décennale, puisque celle-ci ne commence à jouer qu'à la majorité du patient et lorsque le dommage est consolidé. Or, lorsqu'un accident survient, par exemple lors de la naissance d'un enfant, et que l'enfant est sauvé, mais qu'il est condamné à une vie de grabataire, il faudra prendre en charge les frais médicaux afférents pendant des dizaines d'années. Et c'est l'assurance maladie qui demandera le remboursement de ces sommes. Pour cette raison, certains obstétriciens se sont retrouvés avec un reste à charge de plusieurs millions d'euros à payer sur leur patrimoine propre. Au bout de 10 ans de combat juridique, ils ont obtenu la création d'un fonds de réassurance financé par une somme modique versée par tous les praticiens libéraux. Mais ce fonds n'intervient que si la plainte a été portée à partir de 2012. En conséquence, 5 praticiens et leurs familles ne peuvent bénéficier aujourd'hui de cette réassurance parce qu'ils sont donc menacés de ruine, car les plaintes des patients avaient été antérieures à 2012, parfois simplement en 2011. Une plainte portée le 31 décembre 2011 à 23 heures fait que le praticien ne bénéficie pas du fonds de réassurance et donc est menacé de ruine. Il y en a 5 comme ça en France. Les pouvoirs publics ont reconnu la situation. Un rapport du Sénat a été publié il y a 1 an et demi. Il fait état de la difficulté, mais il ne propose aucune solution. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé utile d'alerter l'Académie nationale de chirurgie de ce problème qui concerne certains de vos confrères. J'avais promis des cours, succincts, j'espère que je l'ai été. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Succinct, concis et très clair, que des qualités, ça ne m'étonne pas. Alors, je vous remercie. On peut considérer ça comme un up-to-date des aspects juridiques des risques qui nous ont rassemblés aujourd'hui. Alors, ils sont très différents, bien sûr, et je vous remercie de l'avoir abordé de cette façon. Alors, je vous propose une discussion en 3 points, pour les 3 points que vous avez évoqués. D'abord, la responsabilité éventuellement engagée, soit de l'établissement, soit du chirurgien, soit du fabricant, nous l'avons vu, liée à une complication, liée à l'utilisation d'un outil ou d'un device, comme on dit en anglais. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire à distance? Je ne sais pas. La seule chose, c'est que actuellement, l'intelligence artificielle, elle est beaucoup utilisée pour faire progresser un outil existant. C'est un point de vue personnel, mais c'est aussi des éléments qu'on a pu échanger ici, en particulier avec des fabricants. Les outils d'endoscopie, ou même certains outils de chirurgie moderne, mini-invasifs, sont capables d'enregistrer beaucoup de data. Et c'est à partir de ces data, si on les rassemble, du fait de la multiplicité des utilisations, qu'on peut générer des bases de données qui pourraient permettre, je pense, l'utilisation à ce moment-là d'un machine learning, on est en plein dans la définition, et donc d'une évolution des produits pour les adapter, soit à l'efficacité même constatée en péropératoire de l'opération, soit, si on dispose des résultats à distance, c'est-à-dire des chaînages, éventuellement des complications liées à cette utilisation. Je ne connais pas, a priori, d'exemple actuellement, mais je ne connais pas également toute la chirurgie, d'outils nouveaux, nouvellement mis sur le marché, bâtis à base d'intelligence artificielle. Je ne sais pas si je trahis vos propos. Actuellement, il y a donc 2 situations. Soit le nouvel outil, qui fait éventuellement et vraisemblablement progresser la technique. Celui-là, je ne connais pas d'outil. Je ne sais pas, on a le président de la commission innovation devant moi, s'il a des exemples. Et par contre, ce à quoi nous assistons actuellement, c'est l'évolution des outils existants. Je pense que c'est au bénéfice des patients et peut-être aussi des chirurgiens qui les utilisent à partir de données enregistrées pendant les opérations d'outils déjà existants. Oui. Pour mon malheur, je ne suis que juriste. J'essaie.
Je ne connais pas l'avancée des techniques, mais enfin, on se rapproche de la situation de l'aviation. Puisque la comparaison a été faite, parce que vous allez de plus en plus vous retrouver avec des instruments, un peu comme des avions, dont vous ne maîtriserez pas du tout le fonctionnement. Vous disiez les pilotes savent tout. Ben non, ils ne savent pas du tout comment fonctionne l'avion. Ils ont un certain nombre d'instructions qu'ils doivent respecter parce qu'on leur a dit que s'ils ne les respectaient pas, ils se planteraient. Mais les outils que vous utilisez aujourd'hui, certains peuvent être très simples. J'en ai vu certains avec horreur d'ailleurs, mais qui me paraissaient assez simples à comprendre dans leur maniement. Mais quand vous aurez des robots, il y en a déjà. Un de mes frères qui a été opéré d'un glioblastome et le chirurgien sortant, comme on le remerciait de l'excellence de sa chirurgie, il nous a dit, dites merci aux robots. Il était modeste, évidemment, mais en grande partie, maintenant, je crois savoir qu'il y a des opérations qui se font avec un robot. Est-ce que le chirurgien connaît le mode de fonctionnement du robot? Non. Il sait qu'on lui a appris à s'en servir. Comment ça fonctionne à l'intérieur, c'est autre chose. Le gros problème, ça sera le moment où le robot se mettra à inventer des solutions, et c'est déjà le cas avec l'intelligence artificielle, celui qui apprend, sans que l'on ait pu prévoir ce qu'il allait inventer comme solution. Et c'est ça la grande difficulté. Et le problème, c'est que le concepteur lui-même n'a pas prévu une telle évolution. Oui. Donc, la question qui est posée, c'est celle de la responsabilité. Et in fine, en fait, c'est celle des assurances. Parce que les producteurs, évidemment, ont des assureurs, et les assureurs couvriront les dommages. Mais aujourd'hui, les producteurs, je vous ai dit, ils ont une clause d'exonération, c'est le risque de développement. À mon avis, la question que pose l'IA, c'est la remise en cause de cette clause d'exonération de développement. D'un point de vue juridique, il me semble que c'est le nœud du problème. L'intelligence artificielle, dans ce qui nous rapproche ici, peut intervenir actuellement de deux façons, soit au moment du diagnostic, soit pendant le traitement. Je ne connais pas suffisamment le côté diagnostic, mais je ne crois pas, peut-être avez-vous cette notion, qu'il y ait eu actuellement de problèmes juridiques sur une erreur de diagnostic. Vous allez nous éclairer. Oui, il y a dans la littérature, alors je vais un peu creuser le sujet. Dans le diagnostic. Oui, diagnostic. Pour une raison simple, c'est que tout dépend des données qu'on a introduites. On s'est aperçu que dans les urgences, il y avait eu un problème parce que il y avait un diagnostic, je crois que c'est pour les arrêts cardiaques. Toutes les données qui avaient été entrées ne concernaient qu'une catégorie de population, je crois, plutôt d'âge moyen, ni trop âgé, ni trop jeune. Et du coup, ça faussait les résultats parce qu'il y a quelqu'un qui était d'un âge qui n'était pas prévu par la machine, si j'ose dire, pourtant une présentation un peu simplette, mais qui a conduit à un mauvais diagnostic, tout simplement parce que les données qu'on a rentrées présentaient un biais. Et il y a un de vos confrères qui a écrit un article un peu roboratif où il disait si vous êtes femme, africaine et jeune, ou vieille, je ne sais plus, vous n'entrez pas dans le canon dans les critères de tel appareil. Et donc, c'est au niveau de la saisie des données qu'il y a un problème. Ça c'était le cas aussi des essais contrôlés dans lesquels on a je veux dire, une population qu'on identifie pour faire l'ensemble que l'évidence base est basée, elle aussi, je veux dire, sur des choix de catégories de population, etc. Enfin, c'est un détail, mais ça veut dire que là aussi, on se pose la question qu'on peut se poser sur tout ce qui était nos évidences avant. On revient sur l'excellente présentation du début. Pour l'intelligence artificielle, on attend tous, effectivement, je crois que c'est en juillet, on a vu les premières ébauches de la rédaction des textes, et ça pose plusieurs problèmes. Je veux dire, alors en juridique, vous êtes là pour nous le dire, je le connais beaucoup moins bien, mais c'est surtout sur le plan du développement industriel et surtout de la compatibilité du choix de l'Union européenne avec la Chine, les États-Unis et l'Australie et l'Inde. Dans la mesure où, je veux dire, ces décisions vont absolument formater, je veux dire, le développement et l'implémentation d'intelligence embarquée dans toute la technologie de la médecine qui se fait sur les data. Ça, c'est un point très, très important. Et là, il y a un frein qui est mis et qui pose un problème, c'est celui, effectivement, de la boîte noire,
des réseaux neuronaux, bien entendu, et de la décision et de l'automatisation de gestes pour lesquels il y a un frein très important, alors que c'est dans la législation, en tout cas américaine actuellement, qui est, je veux dire, et des Chinois, il n'y a aucune. Ces limites ne sont pas posées actuellement. Sauf celui de la question de l'explicabilité, de la reproductibilité de la fonction des algorithmes. Eh bien, en tout cas, pour en revenir à l'utilisation des outils par les chirurgiens, j'ai utilisé 2 types de robots. J'ai toujours considéré que le chirurgien devait être maître de son outil. Il ne peut pas rendre l'outil responsable, ni même le fabricant s'il y a eu un mésusage. C'était pas exactement notre propos, mais jusqu'à présent, on doit considérer que le chirurgien doit être maître de son outil. Alors peut-être pas de savoir exactement le fonctionnement électronique avec précision, mais de l'utilisation qu'il en fait, l'indication qu'il pose quand il utilise ses outils, la façon dont il s'en sert. Oui, mais justement, la question que pose l'IA, c'est que l'appareil, l'outil va décider pour vous d'une conduite. Et si vous avez une raison pour vous y opposer, il faudra qu'elle soit bonne. Ouais. Parce que si statistiquement, on s'est aperçu que statistiquement, des diagnostics faits par IA étaient meilleurs que ceux réalisés par certains médecins. Oui, c'est pour ça que je laissais parler. Oui, non, mais du coup, il faut bien agir à un certain moment. Donc, si vous dites, je veux garder la maîtrise, il faut que vous soyez informé de ce que est censé faire l'appareil, mais si justement l'appareil est programmé pour s'adapter à des situations en apportant des réponses qu'on ne préconnaît pas, qu'il s'adapte comme un être humain, si vous dites, il prend une décision qui m'échappe, je ne la comprends pas, je m'y oppose, il va falloir de bonnes raisons pour vous y opposer. Parce que s'il est démontré statistiquement que l'appareil, dans la majorité des cas, réagit mieux que ne le ferait un humain, vous allez vous retrouver fautif. À l'inverse, si vous laissez faire l'appareil et qu'on arrive à un dommage, pour arriver à prouver qu'il y a une faute, il faudrait prouver qu'un humain aurait mieux fait que n'aurait fait l'IA. C'est ça la situation juridique. Oui, qui va se poser. Mais alors évidemment, la question en Chine ne se pose pas. C'est pas l'état de droit. Quant aux États-Unis, c'est un autre monde dont on pourrait parler, mais bien sûr. Mais voilà. ça pose un problème pour les industriels et pour les constructions des produits. Là, on s'approche de l'aviation. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a un exemple dans les outils qui je veux dire, c'est celui qui actuellement, je veux dire, utilise quasiment des boîtes noires, c'est la radiothérapie, le cyberknife, etc. Je veux dire, là, tu n'as aucun. Tu appuies sur un bouton et tout se calcule, je veux dire. Donc, OK, le deuxième point, les big data de l'expertise médicale, les bases de données expertales. Vous ne connaissez pas cette habitude? Ça, c'est une invention, un néologisme que j'ai risqué. Non, j'ai travaillé, je travaille toujours depuis des années avec des praticiens qui ont la gentillesse de me demander mon avis sur certains dossiers juridiques. Et je suis consterné par le fait qu'on a des centaines de décisions de justice qui sont rendues tous les ans sur des expertises médicales qui partent à la poubelle. Didier Leger, un commentaire. Et alors que mais si on gardait la mémoire ces expertises, ça serait formidable. Or, aujourd'hui, vous avez des praticiens qui se tournent vers leur OA, et j'avais travaillé avec Gineris, vous avez certains obstétriciens qui sont mis en cause, et qui disent, bon, mais je demande à l'OA son avis, Gineris, son avis sur mon dossier. Et ils le font spontanément, ils étudient le dossier. Et parfois, il dit, bah oui, tu as mal fait, ou alors dans certains cas, non, tu as très bien fait. Et alors, on a des affaires connues, il y en a une à Bordeaux notamment, où grâce à l'expertise de l'OA, les juges ont dû reculer. Enfin, il a fallu aller jusqu'à la Cour de cassation. Le seul petit problème, c'est que les OA ne sont pas désignés comme des experts, et les juges préfèrent toujours les experts judiciaires, ceux qu'ils ont sélectionnés. Et le problème, ces experts sont faillibles, comme tout le monde, comme les professeurs de droit et surtout les professeurs de droit, donc je leur fais pas la leçon. Mais il y a des problèmes. Vous avez parlé de l'effet tunnel, c'est manifeste. Quand vous avez un expert qui parle sur une hypothèse et qui s'enfonce dans cette hypothèse et qui oublie qu'il y en avait peut-être une autre au départ
qu'il l'oublie complètement, c'est un problème. Pardon, mais j'en ai fait état dans un article récent qui est en ligne sur mon site internet. Si vous y alliez, ça me fera un ou deux, voilà, lecteurs de plus. J'ai eu une histoire de bébé secoué que j'ai eu à connaître. C'est d'une amie qui est nounou, entre guillemets, qui était assistante maternelle. On lui amène un enfant à 10 heures, l'enfant vomit. À 11 heures, au moment de la tétée, du biberon, pardon, il prévient les parents. Le médecin de famille dit c'est une gastro. Un mois après, rebelote. Là, il se trouve que l'enfant part dans sa famille. Il se trouve que la famille, les grands-parents étaient des pédiatres très connus d'une certaine ville. Ils sont exprimés dans la presse, hein, donc je peux en parler aujourd'hui. À l'hôpital, on retire l'enfant en disant le bébé a été secoué. Puis finalement, les parents protestent, font jouer les médias locaux, on rend l'enfant à la famille, on dit mais si c'est pas les parents, donc c'est la nourrice. Expert parisien, qui a contribué, je peux le dire, qui a contribué à la rédaction des recommandations de la HAS sur le sujet. L'enfant a été secoué. Pourquoi ? Et parce qu'il a vomi. Et pourquoi a-t-il vomi ? Parce qu'il a été secoué. Et le vomissement, et attendez, le pire, c'est le vomissement est nécessairement consécutif au secouement. Or, même moi, je sais que quand un bleu se forme, il met un certain temps avant de disparaître. Or, donc, si l'enfant vomissait, c'est qu'il y avait un bleu qui, pardon hein, pour mes termes pas scientifiques, mais qui faisait pression sur le cerveau et qui faisait qu'il vomissait. Donc, s'il a vomi le lundi, peut-être qu'il avait été secoué le samedi ou le dimanche parce que le bleu était toujours là. Ça, l'expert ne l'avait pas envisagé. Le seul problème, c'est que la nourrice a perdu pendant 2 ans son emploi, a été mise en examen. Après, je vous passe le détail sur la garde à vue, les conditions de la garde à vue. Il faut être un peu juriste pour connaître ces conditions-là, qui sont très éprouvantes quand elle est subie. Interdiction de fréquenter des personnes âgées, elle voulait se reconvertir. Pourquoi ? Parce que les personnes âgées peuvent avoir des petits-enfants, donc pas possible. Oui. Et au bout de 2 ans, nous, on demande un nouvel expert. On demande à l'expert. L'enfant, 2 ans après, se porte comme un charme. L'expert dit, s'il avait été secoué, il ne serait pas dans cet état. D'autre part, le vomissement ne prouve pas que la concomitance avec le secouement. Voilà. Et il dit, en fait, il est très fréquent que des enfants, dont très jeunes, qui ont un cerveau qui n'est pas encore, collé à la boîte crânienne, se blessent et qu'il puisse y arriver ce type d'affaires. Résultat, non-lieu. Non-lieu. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de bébé secoué, c'est ce que j'ai dit. Simplement, je dis que l'expert qui a rendu son expertise a été inconséquente. Quand je dis inconséquente, c'est pas logique. C'est-à-dire qu'elle a subi une logique et même pas la totalité de la logique possible. Et ce genre de problème, ce n'est pas un problème isolé. Ce sont des problèmes très graves, récurrents. Et ce n'est pas jeter l'opprobre sur les experts qui, d'autre part, peuvent être irréprochables moralement et même techniquement. Mais ils peuvent se tromper. Il y a une fameuse affaire Ayoub, où pendant 20 ans, un obstétricien a été mis en cause. Et puis 20 ans après, un de vos confrères PUPH à Grenoble arrive à démontrer qu'en réalité, l'enfant avait une maladie génétique. Il y avait une publication aux États-Unis sur le sujet. Bon, la question, c'est pas que de flageller les experts qui sont déjà bien gentils de faire des expertises pour payer comme des femmes de ménage, comme disait quelqu'un. Mais le problème, c'est de tirer les leçons de ces défaillances d'expertise. Et pour moi, je pense qu'il faut utiliser les expertises qui sont rendues pour les collationner, les agréger, en faire des bases de données et les utiliser comme une ressource. Pourquoi perdre cette connaissance-là? Or, il existe aujourd'hui les organismes agréés que la HAS a eu le génie de créer il y a quelques années, qui pourraient faire ce travail-là. Et je suis persuadé que les praticiens qui s'occupent des OA seraient intéressés à traiter ces affaires-là de façon systématique. Et avec le développement de l'informatique, on pourrait systématiser leur exploitation. Rémi, merci. Un très grand merci. Pour rebondir sur ce sujet... Ah, pardon, excuse-moi. Oui, sur votre dernier sujet, on a publié 3 articles après avoir analysé toutes les expertises en chirurgie viscérale et digestive pour les 3 compagnies d'assurance en France. Et je peux dire que ces 3 articles sont parmi les plus demandés, les plus cités, etc. Mais je voulais vous poser une question sur l'intelligence artificielle. Finalement, le patient, il vient pas, il consulte pas une machine, il consulte un docteur. Et ça n'intéresse pas beaucoup de savoir quelle machine utilise le docteur.
Alors bon, peut y avoir un effet de buzz avec les premiers robots, tout ça, mais finalement, c'est le praticien qui prend la responsabilité d'utiliser l'IA ou d'utiliser un robot. Je ne parle pas de télémanipulateurs, hein, je ne parle pas des robots actuels, je parle des robots qui marchent tout seuls, des vrais robots. Est-ce que c'est pas ça finalement la réponse? Évidemment, moi le premier, comme patient, je veux le médecin, quand il commence à m'expliquer, je dis docteur, je vous fais confiance. Je n'entends pas l'explication qu'on me donne. Je n'entends pas. Et quand il insiste pour me le dire, il y a une sorte de voile. Le jour où ça m'intéressera, c'est le jour où je me plaindrai du problème, qu'un problème apparaisse. Et je dirai au médecin, vous ne me l'avez pas dit. Et je serai de bonne foi, parce que je n'aurais pas entendu, parce que précisément je faisais confiance. Et c'est ça le problème. Et donc, à partir de là, robot ou pas, vous êtes tenu aujourd'hui de l'informer. Et vous avez tout intérêt à bien le préciser, pour pas qu'on puisse, le patient vous dise, après, vous ne me l'avez pas dit, je n'étais pas informé, etc., etc. Et donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau finalement. Non, non, pas du tout. D'un point de vue juridique, bon, alors, tout le problème, c'est l'assurance. C'est-à-dire, est-ce que les producteurs vont pouvoir se couvrir ou pas avec la clause de développement, d'exonération pour cause de développement ou pas. Si on leur supprime ça, vous comprenez bien qu'ils se disent, bon, ben, je mets sur le marché une machine qui va se développer sans que je sache où elle ira. Donc, pour quantifier le risque, mon assureur va monter les tarifs. Et donc, il doit les répercuter sur le prix de vente. Voilà, ça, c'est le problème principal. Il me semble, hein. Alors maintenant, l'Union européenne a le génie, puisque nous sommes 27 et qu'il y a des génies dans 27 pays, pour essayer de trouver des solutions compliquées. Et je pense qu'on va y arriver. Et que ça posera des problèmes après d'application, ce qui créera une rente pour les juristes, dont je vous remercie par avance. Merci. Peut-être. Bravo. J'aurais au moins compris que plus important que le machine learning, c'est le human learning, c'est qui doit prédominer. Bien écoutez, merci à tous, à toutes. C'était vraiment, je pense qu'on a fait avancer notre rapport. On va refaire toutes vos diapositives, sauf peut-être la dernière présentation. On a un texte bien fourni, et évidemment. Et puis donc remercier tous les orateurs qui ont finalement réfléchi sur l'évaluation du risque et des solutions pour diminuer le risque, et tout ça, bien entendu, au bénéfice de nos patients. Bonne soirée.